Bonjour. Monsieur Bilal Sahnoun, directeur général de la Bourse, notre session d'économie financière porte sur la Bourse au secours de l'entreprise et de l'emploi. Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous. Aslem Star, bonjour à tous les participants à ce webinaire. Et merci à l'IHE. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, ce binaire est organisé par l'IHE pour mettre en exergue la contribution de la bourse pour le financement de long terme de l'économie à la sortie de la pandémie qui a frappé le monde entier. Finalement, la Tunisie s'en est bien sortie pour l'instant. Il nous faut toucher du bois. Il reste que on doit colmater les brèches économiques, financières et sociales qui ont accompagné 3 mois de confinement. 3 scénarios sont sur la table. Le premier, l'optimiste, c'est pour 4,5% de régression du PIB et 5% d'inflation. Le deuxième scénario, c'est 10% de PIB de moins et un chômage de 10% en plus. Dans le troisième scénario, c'est-à-dire le scénario du pire, le PIB va régresser de 20%, sachant que la Banque centrale va limiter la dérive des prix, on va se retrouver quand même avec 5,5%. Les risques pèsent sur le secteur économique et financier. Au niveau du secteur bancaire et sa solidité face à la crise du coronavirus, il est peu probable que le stress actuellement par les banques se transforme en crise financière, dans la mesure où la Banque centrale a toujours joué son rôle de dernier prêteur et cela a été très bien perçu par les opérateurs, qu'ils soient des particuliers ou que ce soit des sociétés. Cependant, il reste que la contrainte financière reste importante au niveau des banques, mais il reste le marché boursier pour financer à long terme, bien sûr. Alors, qu'en est-il de du stress de la bourse? Le mois de mai avait démarré sur un brutal épisode de hausse après un mois d'avril incertain. Le rebond de la bourse en mai, spectaculaire, après la dislocation qui avait frappé la plupart des compartiments en mars, s'explique par l'espoir d'une reprise de l'activité avec la levée progressive des mesures de confinement, mais aussi par la réaction favorable des opérateurs aux réponses massives apportées à la crise par le gouverneur de la Banque centrale et par le gouvernement. La Banque centrale a maintenu le cap en réaffirmant qu'elle était prête à employer l'ensemble de sa gamme d'outils pour soutenir l'économie. Elle a fait savoir ici même la semaine dernière qu'elle résistait aussi et qu'elle restait l'arme au pied et n'excluait pas que de nouvelles mesures. Cependant, habitués désormais à la crédibilité légendaire de la Banque centrale, les opérateurs ont été quelque peu déçus et peut-être même effrayés aussi par la perspective évoquée par la Banque centrale des risques considérables à moyen terme
au niveau de la dérive des prix et de la chute brutale du pouvoir d'achat, ce qui n'a pas n'aura que des répercussions sur l'évolution des cours boursiers. Enfin, le vent d'optimisme qui a soufflé en avril puis en mai a repoussé au second plan une actualité guère rassurante du côté des entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à renoncer à rémunérer leurs actionnaires, à couper dans leurs dépenses et retirer leurs objectifs et à réduire leurs objectifs d'investissement et donc d'emploi, faute de visibilité au niveau des liquidités et des taux. Personne n'est épargné. Le secteur bancaire a la charge du rebond, mais la bourse, elle a la charge de la relance de l'investissement et de l'emploi. Un réajustement technique doit être exclu, n'est pas à exclure, doit être mis sur la table. Les Tunisiens, pour certains, sont loin de la culture boursière. L'Occident a plus de 2 siècles d'histoire en matière de bourse et de marché financier. Il faut réformer, reformuler le système financier tunisien de fond en comble, en développement, en particulièrement les intermédiations financières pour permettre aux entreprises grandes d'accéder à moindre coût. Il faut rassouplir les conditions d'accès tout en réconfortant les moyens de contrôle. Tous ces points sont à l'ordre du jour de notre session d'économie financière. Monsieur Bilal Sahnoun, directeur de la Bourse, à vous la parole. Merci, Setar, pour cette introduction ô combien exhaustive. Et je pense que vous avez abordé plus d'un thème. J'essaierai de répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à me les rappeler s'il y a quelques oublis. D'abord, comme vous l'avez si bien dit, le marché tunisien, le marché financier est passé par une période très incertaine au début de l'annonce de la pandémie. Et presque comme toutes les places dans le monde, la baisse a été très importante. Et nous avons touché même un creux à moins 14% au début de la pandémie. Les autres places financières, un peu partout dans le monde, les baisses ont été entre moins 25 et moins 35%. Nous, on a été heureusement un peu épargnés et nous avons été épargnés pour 3 raisons. La première raison, c'est que très tôt, dès le déclenchement de la pandémie, nous avons revu à la baisse les fourchettes de fluctuation des prix des actions. Alors qu'auparavant, les actions pourraient fluctuer de plus ou moins 6% par jour, on les a limitées à plus ou moins 3% par jour, et ce qui évitait les mouvements de foule, les effets de vente, les méfaits des ventes massives et surtout un effet, on va dire, moutonnier ou suiveur d'investisseurs qui sont pris par la panique. Et le report au lendemain de la décision d'acheter ou de vendre était sage parce que ça permettait aux investisseurs de digérer le comportement de l'action et la tendance. Nous n'étions pas les seuls. Plusieurs bourses également ont limité ces fourchettes pendant ces temps-là. Ce qui est bien pour notre marché, c'est qu'on a été parmi les premiers. Donc, nous avons épargné aux investisseurs de perdre beaucoup et très vite les premiers jours. La deuxième raison, c'est un peu la structure de l'actionnariat en bourse.
Aujourd'hui, notre capitalisation boursière est détenue à hauteur de 25% par des investisseurs étrangers. Et là-dedans, il y a au moins 23% qui sont des investissements stratégiques sur du très long terme. C'est un peu les investissements des maisons mères dans leurs filiales tunisiennes bancaires, comme Tijeri, comme l'UBCI, comme la Société Générale. C'est la participation de Castel dans SFBT. Et ces 23% n'ont aucun caractère volatile et ne se mettent pas à vendre. Ils sont là, du moins normalement, pour du très long terme, voire pour l'éternité. Et donc, nous n'avons dans les investissements étrangers que 2% qui ont un caractère volatile. Et pourquoi je parle de cette catégorie d'investisseurs? Parce que quand il y a une crise ou une pandémie ou un risque aléatoire à venir, c'est les premiers qui se mettent à vendre et qui commencent à rapatrier le produit de la vente pour les domestiquer et surtout pour les orienter vers des investissements peu risqués et très souvent, ils les orientent soit vers le monétaire, soit sur le financement de la dette souveraine. Donc, nous, on n'a pas été touchés non plus à ce niveau-là, contrairement à d'autres marchés où ces investisseurs étrangers représentent des fois plus de la moitié de la CAPI. Et lorsque ces investisseurs étrangers se mettent à vendre, ils créent un réel mouvement de panique et ils vendent à n'importe quel prix et ils contribuent à la baisse ou au crash boursier. La troisième raison, nous avons la structure de nos investisseurs qui font nos volumes quotidiens, c'est essentiellement des personnes physiques. Or, les personnes physiques, contrairement aux institutionnels, ils croient à la relance et ils ne bradent pas leurs titres, ils espèrent toujours une reprise. Contrairement aux institutionnels qui ont des comptes à rendre et des reportings à faire à leur board ou à leurs actionnaires, ils doivent constater les plus ou moins values et ils doivent limiter, si j'ose dire, un peu la casse et réaliser la vente, quitte à perdre au passage. Ce n'est pas l'attitude de l'investisseur particulier, le bon père de famille, qui croit, et je pense à juste titre, je partage parfaitement cette idée-là, il croit à ce qu'il y ait une reprise et en tout cas les jours qui ont suivi ont donné raison à cet investisseur puisque à ce type d'investisseur et ce type de comportement, puisque la baisse qui a été de moins 14% a été réduite aujourd'hui à moins 6,5 ou moins 7%. Donc, il y a une partie de la perte potentielle qui a été recouvrée. Inch'Allah, avec les succès qu'on a enregistrés dans la gestion sanitaire de la crise, ont fait que les investisseurs ont été rassurés, je pense qu'ils le sont davantage, et qu'on a un retour progressif vers l'équilibre et vers le recouvrement de ces pertes-là. Il est vrai que d'autres facteurs durant cette période-là ont eu quelques impacts pas très positifs. Vous avez cité, c'est tard, la non-distribution des dividendes. En tout cas, pour les banques, il y a un souhait clairement affiché par la Banque centrale pour que les banques ne distribuent pas des dividendes, alors que là, normalement, en cette période-là, nous sommes en période de collecte des dividendes et la collecte de dividendes fait que les cours boursiers s'améliorent en conséquence, d'autant plus que très souvent, il y a derrière le réinvestissement de ces dividendes dans le marché financier. C'est une décision qui n'est pas sans conséquence, hein, mais en tenant compte du facteur aléatoire et du risque que la pandémie peut engendrer, surtout sur le secteur bancaire, surtout sur les besoins futurs des clients des banques, des entreprises qui, selon les secteurs, sont en train de souffrir à des degrés plus ou moins importants. Les banques, la Banque centrale et puis les banques ont jugé bon de reporter
la distribution de leurs dividendes à l'année prochaine, probablement, je l'espère, pour garder un niveau de fonds propres le plus confortable possible, faire face aux besoins futurs, améliorer leur capacité à distribuer des crédits pour leurs clients et continuer à soutenir la PME sans affecter de façon importante les différents ratios qui sont imposés par l'Institut d'émission, les ratios de solvabilité, le ratio dette sur l'épargne collectée, enfin les différents ratios pour qu'on ne s'éloigne pas trop de ces ratios-là et pour qu'on ne mette pas en péril tous les acquis peut-être que d'une décennie de restructuration du secteur bancaire. Maintenant, venons aux secteurs qui ont été affectés. Il est vrai qu'au tout début de la pandémie, il y a des secteurs qui ont été immédiatement touchés. Le tourisme, le transport aérien, enfin toute la chaîne logistique. Et ces secteurs-là, heureusement pour nous, ils ne sont pas bien représentés à la bourse de Tunis. D'autres secteurs ont suivi par la suite toutes les industries exportatrices, parce que soit les donneurs d'ordre ont vu leur activité s'arrêter, soit parce qu'il y a eu une rupture de la chaîne logistique et du coup, les intrants de ces producteurs se sont trouvés aussi considérablement affectés par des ruptures et la chaîne logistique a été rompue et les entreprises exportatrices n'ont pas pu honorer leur marché. Un troisième secteur qui mérite également d'être soulevé, et à mes yeux, il n'a pas été fortement touché, c'est toutes les activités liées à la grande consommation. Donc, c'est les producteurs de biens de consommation de tous les jours ou les chaînes de distribution, même s'il y a eu un impact provisoire par le confinement, par la réduction de nombre des clients à l'intérieur d'un même espace de vente. Je pense que tout ce qui est relatif à la consommation de façon générale n'a pas été fortement touché et la reprise, elle est un peu plus facile. Il est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est tard. Aujourd'hui, cette pandémie, elle est arrivée pour attirer notre attention ô combien nos banques aujourd'hui reposent sur du crédit bancaire et ô combien le marché financier doit prendre une place et se repositionner pour contribuer au financement de l'économie et au financement des institutions économiques et de production. Il y a déjà plusieurs chantiers qui ont été lancés dans ce sens, mais qui n'ont pas encore malheureusement abouti. Le premier, c'est que nous avons réformé le marché alternatif. Le marché alternatif qui était destiné aux PME et qui était destiné pour lever des fonds de croissance pour les PME. Malheureusement, ce marché, il a été créé en 2007, mais il n'a pas été toujours un succès. D'abord parce que les procédures d'admission étaient quasi identiques au marché principal, mais aussi parce que nous y avons mis également les investisseurs particuliers, tout type d'investisseurs pouvaient y accéder, oubliant au passage que c'est un marché risqué et que ce marché-là, il doit être regardé de très très près dans ce qui est présenté, parce qu'il ne présente pas les mêmes qualités, il ne présente pas les mêmes fondamentaux et la même garantie de pérennité que le marché principal. Et qu'est-ce qu'on a fait pour cela? On est venu du côté de l'entreprise, nous avons allégé les conditions d'accès, mais allégé au strict minimum, les conditions d'accès de la PME sur le marché alternatif. Mais de l'autre côté, nous avons interdit l'accès des petits porteurs sur ce marché-là, que nous avons réservé d'ores et déjà exclusivement à des investisseurs avertis. Et le texte, le décret-loi qui est sorti en août dernier, il a désigné, nommément désigné, qui sont
les investisseurs avertis qui ont le droit de prendre le risque d'investir dans le marché alternatif. Mais qui dit prendre le risque dit aussi qu'ils ont la capacité d'analyser les risques et l'apprécier. Et probablement, on n'aura pas les mêmes multiples boursiers que nous avons sur le marché principal. Ça, c'est côté, ce volet-là, il a été fait. Il y a quelques textes d'application qui vont être diffusés très prochainement par le Conseil du marché financier sur cet allègement-là et sur les informations à minima à donner au marché et avec un prospectus très allégé sur les introductions en bourse sur le marché alternatif. Cette nouvelle orientation du marché alternatif nous permettra au marché financier d'être un acteur important dans le financement de l'économie, le financement de la croissance et la relance de l'investissement. Parce qu'aujourd'hui, on a une industrie de capital investissement qui est très active, mais le problème du capital investissement, c'est que un de ces jours, il y a la sortie ou l'exit du capital investissement qui pourrait poser un problème. Donc, le passage par le marché alternatif des PME avec le capital investissement en tant qu'investisseur averti permettra aussi de préparer l'entreprise, de l'éduquer, comment il communique avec le marché, comment de le préparer dans sa gouvernance et sa transparence, la communication des états trimestriels et semestriels et être prêt, je l'espère, à la fin, lorsque les fonds d'investissement vont sortir, être prêt à intégrer dans une deuxième vie le marché principal. Vous avez abordé la désintermédiation financière, donc on l'a vu côté assouplissement, côté procédural, mais il y a également côté plateforme. Aujourd'hui, il y a de plus en plus des orientations sur des plateformes qui permettent à des investisseurs ou des catégories d'investisseurs d'être plus sélectifs, d'agir directement. Et on a profité de la période de confinement pour lancer une réflexion sur une plateforme digitale que nous allons peut-être dans un premier temps dédier au public des startups, mais pourquoi pas plus tard, qui peut être généralisé à plusieurs compartiments de la bourse. Bon, peut-être que je vais m'arrêter là pour ne pas trop accaparer la parole et on va essayer d'échanger avec des questions, avec d'autres points. Merci beaucoup. Je voudrais revenir sur un certain point. Oui. Les institutionnels tunisiens, je pense notamment aux assurances, sont loin de la bourse. Comment vous l'expliquez? Les assurances, et plus particulièrement l'assurance vie, dans les marchés développés, c'est le véhicule d'investissement, c'est la locomotive des marchés financiers. Aujourd'hui, en Tunisie, l'assurance vie, elle fait ses premiers pas. On n'a pas encore la culture d'avoir une population très large qui souscrit à l'assurance vie. On n'a pas peut-être les incitations nécessaires pour l'employeur et l'employé pour souscrire à des assurances vie de façon automatique, normale, récurrente et sans trop réfléchir, même s'il y a quelques avantages. Aujourd'hui, il y a des avantages qui permettent à l'assuré de profiter d'un avantage fiscal. Donc, la base déjà des assurés, elle est faible et les montants collectés ne sont pas encore très importants. Mais on constate toujours que l'assurance et l'assurance vie n'a pas encore été très proche des marchés financiers. Et je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première raison,
c'est le rendement. Historiquement, l'assurance vie a été toujours portée par les investissements immobiliers. Parce que fut un temps, l'investissement, l'immobilier était fortement rémunérateur et il n'y a pas beaucoup de risques, il y avait toujours de la demande et il intéresse énormément les investisseurs et plus particulièrement les assureurs. Sauf que l'immobilier, ces derniers temps, on a l'impression qu'il commence à atteindre ses limites. Et d'abord, il y a la mévente, il y a l'accès à l'immobilier qui est devenu un peu difficile, et puis il y a le coût de l'immobilier lui-même, en grande partie avec des intrants étrangers fortement pénalisés par par une valeur du dinar qui n'est pas très favorable à tout ce qui est importation. Donc, l'immobilier, je pense qu'il s'est estompé et aujourd'hui, on peut espérer que l'assurance va venir progressivement chez nous. Mais l'assureur, quand il vient à la bourse, il a aussi deux exigences. La première, c'est d'avoir une diversité du papier et la deuxième, c'est d'avoir une liquidité pour qu'il puisse faire un arbitrage et adapter son portefeuille au gré de la conjoncture. Malheureusement, la petitesse de notre bourse fait que ces deux conditions préalables ne sont pas encore réunies pour qu'on attire ces institutionnels et ces assurances. Aujourd'hui, rien que pour parler de la diversité, il y a peut-être la moitié des secteurs qui composent notre PIB qui ne sont pas représentés en bourse. Nous n'avons pas l'énergie et les mines, nous n'avons pas les télécoms, nous n'avons pas l'agriculture, nous n'avons pas les phosphates, nous n'avons pas le tourisme. Vous imaginez toute cette partie-là, nous n'avons pas le tabac, nous n'avons pas les utilities, ce qu'on trouve un peu dans les autres bourses et qui font aussi l'aura et la taille et l'attrait des autres bourses. Donc aujourd'hui, malheureusement, on a une bourse, même si là-dedans on peut trouver de grandes entreprises ou des banques, mais elle reste une bourse de PME et elle ne peut pas assurer à ses investisseurs institutionnels tunisiens ou étrangers cette diversité et la profondeur qu'il faut et la liquidité qu'il faut qui leur permet d'arbitrer. Oui. Oui, Sibylle. Pourquoi les phosphates de Gafsa ne sont pas en bourse? Pourquoi pourquoi un grand nombre d'entreprises familiales ne sont pas en bourse? Pourquoi? Je commence par répondre à la deuxième question sur les entreprises familiales, sur les privés. Aujourd'hui, les entreprises familiales, si elles vont en bourse, c'est pour trois raisons possibles. Un, c'est lever du cash parce que le monsieur, il a atteint un certain âge et il veut lever du cash, c'est-à-dire faire du cash out et il veut profiter et réaliser un peu ses gains et profiter. Deux, c'est du cash-in, c'est lorsque les groupes familiaux ont un programme d'investissement important qu'ils veulent financer pas par de la dette, mais avec des fonds propres. Malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas trop dans cette configuration parce que les investissements sont un peu en berne et même le choix de l'investissement et la destination de l'investissement, elle est également reportée, voire même réorientée. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sûr que l'après-Covid, que les secteurs vont rester les mêmes et les investissements initialement prévus vont continuer. Donc, il peut même y avoir une redéfinition des secteurs d'investissement. Donc, il y a une mise en stand-by des investissements. La troisième raison de l'introduction, c'est assurer la pérennité. C'est pour passer la main et on n'est pas obligé, ce n'est pas toujours facile de passer la main à ses descendants
Donc, le passage par la bourse permet de faire une franche séparation entre les actionnaires et les dirigeants. Donc, le promoteur, le propriétaire ou le fondateur initial du groupe, il préfère laisser ses enfants ou ses descendants en tant qu'actionnaires et utiliser le passage par la bourse pour qu'il y ait une gestion plus transparente, plus dynamique, plus organisée, en dehors de la famille, à des gestionnaires qui sont dédiés à ça et qu'on peut juger, contrôler et évaluer dans cette partie de gestion. C'est par exemple ce qu'a fait le groupe Pauline, c'est Abdelwahab Ben Aïd, c'est ce qu'il a fait parce que je pense que l'introduction de Pauline en bourse, le principal motif à cela, c'était la préparation de la succession, voyant que lui-même et ses collègues, collaborateurs ou les gens qui ont investi avec lui, les 2 ou 3 autres familles, que les premiers patrons prenaient de l'âge et qu'il y avait la 2e, la 3e génération qui arrivait. Et pour assurer cette pérennité, ils ont fait la séparation totale entre gestion et actionnariat. Et il l'a fait à travers la bourse. Comme ça, les descendants ou les petits-enfants peuvent prendre la décision de partir sans affecter la qualité des sociétés cotées. Oui, alors pourquoi en Tunisie, il y a des groupes qui sont toujours en dehors de la bourse? C'est que l'une des 3 raisons que j'ai citées n'est toujours pas, les 3 ensemble en fait, ne sont pas encore réunis. Donc il faudra patienter. On est en train de les voir, on est en train de discuter avec eux. L'incitation fiscale, par exemple. Alors, l'incitation fiscale, elle existe depuis très longtemps. L'incitation fiscale, elle n'est pas suffisante. En fait, l'incitation fiscale, elle permet un peu de gagner 10 points en gros d'IS, d'impôt sur les sociétés, sur les 5 années qui suivent l'introduction, si on met 30% sur le marché principal. Pour le marché alternatif, il n'y a pas de minimum. Et en plus, sur le marché alternatif, il y a également un impôt progressif. Donc, la première année, la société elle est exonérée à 100%, la 2e année à 75%, 50% la 3e année, 25% la 4e année, et elle se remet à payer l'impôt, plein pot à partir de la 5e année. Voilà pour la première partie qui est pour les groupes privés. Maintenant, pour les autres grandes sociétés, vous avez cité les phosphates ou la régie du tabac. Absolument. Toutes les autres. Malheureusement, elles sont toutes dans le giron de l'État. Il y avait, avant 2010, il y avait un début de réflexion sur une série d'introductions de ces grandes entreprises étalées un peu dans le temps pour que le marché puisse les digérer. Malheureusement, avec la révolution, et puis on a confondu, même dans la tête de plusieurs personnes, on confond toujours le fait qu'une introduction en bourse vaut une privatisation, mais on oublie qu'une introduction en bourse, l'État peut garder ce qu'on appelle golden share, qui lui confère toujours, même avec une seule action, ça peut lui conférer toujours le statut de l'entreprise publique. Avec golden share, les privés qui vont s'y introduire, soit le grand public, soit des partenaires stratégiques, n'ont pas toujours le dernier mot à dire. Il y a toujours le veto de l'État. L'introduction en bourse peut être également un moyen d'intéresser le personnel de l'entreprise elle-même et les partenaires sociaux, parce qu'on peut imaginer une formule où d'abord non seulement on préserve les emplois, mais on peut transformer les employés aussi quelque part en actionnaires. Oui, c'est le salariat. Voilà, l'actionnariat salarial, avec même
un petit bonus sur les prix de cession. Il y a un intéressement du personnel. Il peut y avoir même un représentant, un administrateur représentant ces petits actionnaires au sein dans le management. Et, oui, et aujourd'hui, les expériences de par le monde, et même en Tunisie, hein, quand on prend la Banque du Sud, comment elle est devenue, ou Magasin Général ou autre, je ne vais pas en faire la publicité, mais en tout cas, tous ceux qui ont vécu la période où c'était 100% étatique et aujourd'hui, je pense que personne ne regrette ce passage-là et il se porte nettement mieux avec l'actionnariat actuel qu'auparavant quand ils étaient en actionnariat purement étatique. Je rebondis sur ce que disait hier monsieur le chef du gouvernement lorsqu'il a dit que l'État est un mauvais gestionnaire. Je partage totalement. L'État est un très mauvais gestionnaire. Il ne sait pas concurrencer le privé. L'État, il doit jouer son rôle de régulateur, de moralisateur. Il légifère, mais il ne peut en aucun cas décider. D'autant plus que dans le privé, aujourd'hui, la décision, elle se fait à la fraction de seconde près. Vous imaginez un PDG d'une entreprise publique, il doit préparer tout un dossier, réunir son conseil, lequel conseil il est représenté par des ministères et d'autres organismes qui eux-mêmes doivent remonter à leur hiérarchie. Donc, le temps de prendre la décision, il sera déjà trop tard, elle est déjà largement consommée. Et si l'opérateur en question a 2 ou 3 concurrents en face de lui, sachez qu'il ne peut guère les concurrencer et il ne peut rien faire. Sur un autre plan également, l'intéressement du personnel. Aujourd'hui, le privé, il peut faire des moyens d'intéressement du personnel. Le public ne peut pas. Le privé peut faire des contrats objectifs avec des équipes, avec des départements, avec la direction générale, avec tout le monde, avec les équipes de vente. Le public ne sait pas faire, ne peut pas faire et surtout ne doit pas faire parce qu'il risque d'y avoir un effet de contagion. Donc, je pense que réellement, le passage par la bourse de ces grandes entreprises, ça leur donne aussi la voie d'améliorer, de les mettre d'abord devant les projecteurs des investisseurs et des analystes, donc des gens qui vont les critiquer, les noter, mais aussi ça va leur donner le moyen d'améliorer le management et d'atteindre des objectifs et de réduire aussi l'interférence probable des ministères de tutelle ou autres qui n'ont rien à voir là-dedans. Merci beaucoup. Écoutez, vous ne pensez pas qu'il faille remettre en question cette réflexion sur la privatisation entre guillemets qui existait déjà depuis les années 80, parce que je me souviens à l'Institut supérieur de gestion où j'étais, où j'enseignais, on avait avec l'UTICA, avec la bourse, le ministère des Finances, etc. On avait organisé 3 séminaires internationaux d'ailleurs sur la privatisation, etc. On avait mis en place tout un canevas, tout un protocole, etc. Puis après c'est parti. Bon, vous pensez pas que peut-être il faut réfléchir à tout ça parce que on parle de modèle économique, etc., etc. Bon. À mon avis, il n'y a pas un modèle à faire copier-coller pour toutes les entreprises. Et chacune de ces entreprises, soit de par ses spécificités sectorielles, soit de par ses capacités commerciales, étendue des marchés, etc., soit de par sa situation financière aujourd'hui, chacune doit avoir
une prescription de remèdes sur mesure. Mais il doit y avoir un dénominateur commun. Le dénominateur commun, c'est la gouvernance, la transparence et la gouvernance. C'est travailler avec les mêmes armes. Si on est dans un secteur concurrentiel, il faut qu'on travaille qu'on se dote des mêmes moyens de concurrence qu'ont les autres compétiteurs et surtout, il faut enlever de la tête de tout le monde, à commencer par les partenaires sociaux, le fait qu'une privatisation, c'est une affaire de bakchiche ou autre dans un petit coin. Aujourd'hui, on peut apporter toute la transparence et la garantie possible pour que ces transactions-là se font pour l'intérêt du pays et du budget tunisien et l'intérêt de l'entreprise elle-même et de son secteur et l'intérêt de ses employés. Donc, des privatisations via la bourse permettent d'avoir toutes ces garanties. Exactement. C'est le seul marché financier, c'est le seul espace financier qui est capable de drainer toutes ces garanties. Exactement. Et le problème, ce n'est pas parce que vous êtes là, parce que c'est par amitié, etc., mais je suis peut-être un peu trop familier de la bourse, mais c'est le seul espace où c'est du donnant-donnant et devant toutes les caméras. Voilà, justement, c'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui, si on introduit ces entreprises en bourse, supposons qu'on s'est trompé de 10% sur la valeur. Supposons, hein, on pousse au maximum. Rectifier. D'abord, on ne s'est pas trompé en faveur de Sittahir ou la Sibilel. C'est le marché qui a profité ou qui s'est fait avoir de cette différence. C'est dilué et ce n'est pas destiné à un investisseur. Donc, on ne peut pas dire que l'erreur a été mal intentionnée, bien au contraire, et on verra par la suite, en fonction de la valorisation que le marché au jour le jour va donner à ces entreprises-là, si on s'est trompé de valeur ou pas. Donc déjà, le fait qu'il y ait un actionnariat public, c'est un peu moins cher. Après tout, c'est les Tunisiens qui vont acheter, c'est monsieur tout le monde, c'est un actionnariat public. Les salariés aussi. C'est les salariés aussi. Je prends à la bourse de Riyad, Tadawul, lorsqu'ils ont introduit Etisalat, le roi à l'époque, il a décidé que presque tous les Saoudiens souscrivent à l'OPV de Etisalat. Et lui-même, il a même décidé de faire une décote pour les Saoudiens. Donc, il a même fait deux prix, en fait, un prix pour les Saoudiens, un prix pour les étrangers. Et grâce à ça, grâce à cette introduction, à l'époque, Tadawul Saoudia, elle n'était pas la première. Elle était classée, je pense, après le Koweït et après le Koweït. Grâce à cette introduction, Tadawul est passée la première. Elle a capté énormément. Donc, ils ont appris à monsieur tout le monde, le saoudien, d'investir en bourse. Donc, ils ont pris goût à l'investissement en bourse. Aujourd'hui, c'est un des pays où le pourcentage de population qui investit en bourse, c'est le pays arabe peut-être le plus loti. Et aujourd'hui, de loin, Saoudi, la bourse saoudienne, elle est de loin supérieure à la somme de toutes les autres bourses arabes. Et en fait, c'est indépendamment des considérations de querelles, de clochers entre la gauche, la droite, le rouge, le vert, le bleu, etc. Des privatisations permettent d'améliorer l'efficience du système productif, de diffuser le capital
et de permettre à l'État de disposer de fonds pour investir dans, je dis bien d'investir dans l'essentiel, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, les barrages, etc., sur l'investissement de base, de routes, d'autoroutes, etc. Pourquoi la Tunisie autoroute n'est pas en bourse? Je ne comprends pas. Oui, ça fait partie, pour moi, ça fait partie des Je me souviens, pendant les années 80, j'avais écrit ça à la presse. Personne n'a réagi. C'était en 80, au tout début. Ceci étant, je voudrais passer à un autre niveau, un registre. Qu'en est-il du marché obligataire? Qu'est-ce que vous en pensez? Aujourd'hui, le marché obligataire, il est essentiellement tiré par les banques et le leasing. Donc, en fait, c'est un marché de levée de fonds pour être redistribué. Donc, réellement, le marché obligataire, vu de notre côté, il ne va pas directement à l'investissement final. Donc, il va via des intermédiaires qui sont le leasing et les banques pour financer leurs clients. Malheureusement, cette culture de marché obligataire en Tunisie n'est pas très répandue. Et je pense que ceci est dû au fait que, d'abord, il y a eu quelques opérations qui ne se sont pas bien dénouées. Donc, l'investisseur, il y voit un risque plus élevé. Et deuxièmement, le coût des sorties de l'obligataire est trop cher. Lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des sorties à 11 et à 11,5%, alors que le crédit bancaire sur du bon risque, il peut être à TMM plus 1 ou plus 2, vous imaginez que l'arbitrage, il est très facile. Et aujourd'hui, un TMM, un taux bancaire inférieur à 8, il est beaucoup plus facile à faire dans le temps, il est plus rentable qu'une émission obligataire à 11. Le pourquoi de la chose. Pourquoi l'obligataire il est plus cher? D'abord parce qu'il y a toujours l'obligataire, on le mesure en référence par rapport aux émissions de l'État. Lorsque l'État tunisien qui est trop endetté, normalement l'État tunisien, il bénéficie des meilleurs taux, c'est le risque souverain. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons du corporate qui emprunte auprès des banques moins cher de ce qu'emprunte l'État lorsqu'il sort avec des émissions de bons de trésor. Pourquoi l'État emprunte très cher? L'État emprunte très cher d'abord parce qu'il emprunte beaucoup. Et l'État, il a besoin, c'est au vu et au su de tout le monde, l'État a besoin de lever beaucoup de fonds. Donc, les investisseurs, ils savent que l'État, quand il va sortir, il va lever. Et progressivement, donc, il y a une courbe qui se met en place en fonction des maturités et plus l'État il demande, plus les taux augmentent pour satisfaire ses besoins. Là, ça, c'est la première raison. La deuxième aussi, c'est les augmentations successives qu'on a eues du taux directeur. On a eu 3 augmentations entre 2018 et 2019 à 175 de base, la somme des 3, même si là, récemment, on a eu une baisse de 100 points de base. Mais la conjonction de l'augmentation des taux directeurs, le fait que l'État est un emprunteur crescendo, hein, il emprunte tout le temps et ses besoins ne font qu'augmenter, font qu'aujourd'hui, les sorties de l'État sont chères et donc la référence aux émissions obligataires fait que les émissions obligataires deviennent chères aussi. Oui, merci. On voudrait passer, si vous permettez, aux questions. Oui. À votre avis, c'est une question. Quelles sont les mesures qui ont été prises pour améliorer la profondeur du marché?
D'abord, il y a l'admission à la bourse de grandes entreprises qui font du volume et où il peut y avoir l'attrait de grands investisseurs. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, on parle des bourses avant l'introduction des télécoms et après l'introduction. J'ai cité le cas de Tadawul Saoudi, c'est également le cas à Casa avec Maroc Télécom, c'est le cas à Paris avec France Télécom. Donc, il y avait à un certain moment une vague d'introduction en bourse des sociétés de télécom lorsque les télécoms étaient en vogue. Et cette dynamique de grosse introduction, des capitalisations importantes et un actionnariat très large, et c'est de très très grandes entreprises, ont fait que ça a apporté énormément de liquidités des investisseurs, des types d'investisseurs nouveaux et un attrait à la bourse. Donc, il y a eu une profondeur qui s'est créée. Ça fait des années, depuis peut-être plus d'une décennie, on n'a pas eu une grosse introduction. On n'a pas encore, malheureusement, Tunisie Télécom a été programmée pour 2010, mais avec le dossier a été arrêté avec la révolution. On n'a pas eu aucune grande introduction de taille qui change considérablement nos volumes quotidiens, la liquidité et la profondeur du marché. Et là aussi, je reviens, ça c'est une volonté politique aujourd'hui que je n'arrête pas de la réclamer. Si on veut avoir un marché financier dynamique, profond, qui attire des investisseurs locaux et étrangers, il faut qu'on lui donne de la profondeur, de la taille, qu'on lui donne de l'importance, de la diversité sectorielle et surtout de très très grosses entreprises. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre 100% sur le marché ne pourra pas désirer, mais commençons par 5 ou 10%, commençons même sur de très grosses opérations, de faire une introduction sur 2 places différentes, une partie à Tunis, une autre partie où on fait un appel à la candidature, et je sais que plusieurs bourses comme Paris, Dubaï, Casa vont se concurrencer pour avoir une partie de ces titres-là côté chez eux. Oui, il y a une question qui est très intéressante, mais qui vient d'arriver. C'est que faut-il faire, à votre avis, pour dynamiser le marché secondaire des obligations privées? Nous avons commencé, nous avons divisé presque par 10 les commissions que prennent la bourse sur ce marché, sur le marché secondaire des obligations privées. Et malheureusement, le stock n'est pas si important que ça, il est relativement faible. Et l'attitude des investisseurs qui y vont, c'est des investisseurs dans l'attitude buy and hold. Donc, il achète, il attend le terme de cet investissement pour réaliser ses plus-values. Depuis une année ou deux, on a mis en place une courbe de taux. Cette courbe de taux, elle devrait donner un sens à la signification du rendement de ces obligations privées de court terme, de moyen et long terme, et permettrait aussi aux investisseurs détenteurs de ces obligations de faire des arbitrages et de faire des opérations des choix, en fait, des choix d'investissement. Et malheureusement, ça n'a pas encore, la machine n'a pas encore bien tourné. Et je pense qu'il y a encore du travail à faire pour que ce marché-là soit plus dynamique et plus liquide. Merci. Une question. Depuis 2010, donc je suppose après le 14 janvier, comment a évolué le volume quotidien moyen depuis 2010-2011 et pourquoi? Comment vous l'expliquez? Oui. Alors, ça tombe bien, j'ai quelques chiffres en face de moi. Donc, en 2010, on faisait entre marché actions et obligataires. Je vous donne toute la liquidité.
on faisait 10,8 millions de dinars en moyenne quotidienne. Après 2010, les différents événements ont fait qu'on a commencé à baisser. Jusqu'en 2013, on a touché un creux de 6,3 millions de dinars. Et après, on a recommencé on est reparti à la hausse pour retrouver les 10,8 millions de dinars en 2018. Donc, on a réussi à retrouver les mêmes niveaux de 2010, on les a retrouvés 8 ans plus tard, en 2018. Mais en 2019, on n'a fait que 7,2 millions de dinars et cette année, on ne fait que 5,1 millions de dinars. Donc, nous avons divisé par 2 par rapport à 2018. La majeure partie des explications que j'ai sur ce volet-là, c'est le renchérissement des placements bancaires ou les placements monétaires qui ne justifient plus une prise de risque dans les marchés financiers. On a vu en 2019 et jusqu'à une date très récente en 2020, les placements bancaires peuvent rapporter du 10 à 12% net par an. Donc, du côté investisseur, l'arbitrage est très souvent facile. Il quitte le marché boursier qui, lui, présente certes des opportunités, mais surtout des risques, et il va vers le marché monétaire qui est plus stable, moins risqué et avec un rendement sûr. Je pense que ça, on le voit à travers également le stock d'ICICAV qui a baissé presque d'1 milliard de dinars et a priori, ce milliard de dinars a été enlevé du marché financier pour aller vers le marché monétaire. Merci. Il y a une question qui est lancinante en fait. Depuis 2012, plusieurs articles ont fait allusion à un objectif de plus de 200 sociétés cotées en bourse grâce à des avantages fiscaux accordés, notamment aux groupes de sociétés. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, d'abord, j'allais dire que Dieu merci qu'on n'ait pas atteint ce nombre-là avec la législation ancienne. Parce que il est vrai que ça a été annoncé en 2012 et on a commencé en 2013 et 2014, on a eu 2 années de suite avec 18 introductions, ce qui est largement au-dessus de la moyenne habituelle de 2 à 3 introductions par an. Sur les 18 introductions, je vais être correct, elles ne sont pas toutes bonnes. Et comme on les a introduites sur le marché alternatif et on a mis des investisseurs qui ne connaissent pas, qui ne savent pas évaluer le risque, et c'est des investisseurs, des petits porteurs qui ne sont pas avertis, donc sur les mauvaises introductions entre guillemets, ils ont perdu beaucoup d'argent. Et du coup, donc, on a eu une mauvaise publicité pour la bourse et on a échaudé un peu notre image de marque et on s'est trouvé à justifier l'injustifiable. Donc là, si c'était un marché alternatif avec 200 entreprises, quitte à ce qu'il y ait 50 qui disparaissent, mais à condition qu'il y ait en face que des investisseurs avertis, je dis oui. Mais dans la configuration actuelle, ça aurait été néfaste, voire même fatal, pour d'aller dans cette masse de 200 entreprises sans prendre les précautions qu'il faut et la protection des investisseurs. Maintenant que le marché alternatif a été recadré et qu'il n'y ait que des investisseurs avertis qui y vont, why not, pourquoi pas, on se prépare et j'espère que dans les années à venir et avec la sortie des textes d'application et également les besoins qui se font sentir, l'assèchement de la liquidité bancaire, etc. Je pense que le marché alternatif va jouer son rôle et je pense que nous sommes capables là de gérer 200 entreprises, mais sans
sans avoir de remords sur la qualité de l'entreprise, parce qu'on laisse le choix à l'investisseur qualifié, lui, de décider s'il y va ou il n'y va pas. Oui, merci beaucoup. Enfin, il y a une dernière question. Qu'en est-il maintenant du nombre de sociétés cotées en bourse aujourd'hui? Je parle du marché principal, une 80 ou 81 sociétés, etc. Et ça plafonne, ça n'évolue pas. Que la bourse, que va faire la bourse, que fait la bourse ou le CMF ou toutes les institutionnels pour améliorer le niveau et la quantité de sociétés, du nombre de sociétés en bourse, notamment au marché principal. Alors, par rapport au nombre, donc nous sommes toujours à 81 sociétés et on avait des introductions qui étaient planifiées, du moins une nommément désignée, qui était planifiée pour le mois de mars, mais avec le confinement, elle a été retardée. C'est une compagnie d'assurance et malheureusement, l'état d'esprit des investisseurs et le climat d'investissement fait qu'aujourd'hui, il y a des dossiers qui sont en gestation, mais qui sont mis en stand-by. Je connais au moins 3 ou 4 dossiers qui sont en cours de préparation. J'espère que la relance économique, que la situation s'améliore, que l'état d'esprit y est et que le moral reparte à la hausse. Et je pense qu'on aura nos 2 à 3 sociétés habituellement par an qu'on les retrouvera dans les années à venir. À commencer cette année, on a au moins une qui est prévue avant la fin de l'année, je l'espère. S'il n'y a pas le Covid-20. Oui, espérons. Je termine avec une question. Est-ce que vous n'avez pas l'intention d'étaler la séance au-delà de 3h30, 2h30, 3h, 4h, 4h d'après-midi et d'augmenter les marges de fluctuation sur le marché principal notamment? Alors, pour commencer par les horaires. En fait, il y a quelques mois, on a augmenté les horaires d'une heure. On ouvrait à 10 heures, après maintenant on ouvre à 9 heures. Franchement, ça n'a rien donné. En termes de volume, on pensait que les gens allaient avoir plus de temps pour faire du trading. Bon, réellement, franchement, ça n'a pas donné grand-chose. Les gens qui veulent acheter ou vendre, bon, ils achètent et ils vendent toujours. C'est pas les horaires qui vont augmenter les volumes. C'est le constat qu'on a. Maintenant, sur la fluctuation des fourchettes, moi personnellement, je suis pour. Ce n'est pas l'avis de tous les acteurs et je pense qu'ils ont eu raison, de résister. Parce qu'imaginez si on était sur des fourchettes de 10 ou de 12% ou illimitées, le massacre que ça aurait fait début mars avec l'avènement de la pandémie, on aurait été peut-être dans la même situation des autres bourses qui ont fait moins 30 et moins 35%. Donc, c'est similaire quand il y a un accident, et même aux États-Unis, en Angleterre, etc., on dit stop, maintenant on arrête la cotation, ça c'est pas un problème. Hein. Oui, sauf que nous on a eu l'avantage par rapport à presque toutes les bourses ont arrêté, soit des minutes, soit des heures, soit des journées ou des semaines. Nous on a eu l'avantage, on n'a pas arrêté une fraction de seconde. Oui, pas de souci, ça je sais absolument. Donc oui, mais personnellement, je suis partisan de l'ouverture de fourchette. Je plaide toujours pour, pour rassurer les gens qui ont peur de cette ouverture de fourchette, de mettre en place un mécanisme de coupe-circuit qui permet de stopper, de freiner. Stop loss et stop bénéfice. Voilà, d'arrêter la cotation sur un titre qui a anormalement évolué d'un quart d'heure ou autre. Voilà. Et en plus, la plateforme de la bourse le permet, ça. Nous avons là, ces possibilités. Oui. Je le sais, je suis dedans. Alors, pas de souci. Je termine
par une question Oui. qui, qui fâche, qui fâche. Pas vous, parce que vous êtes out vous ne pensez pas que les marges que prennent les intermédiaires en bourse sur les transactions sont excessives? 1%, c'est beaucoup. C'est tard. D'abord, les marges des intermédiaires en bourse sont plafonnées à 0,8. Peut-être que lorsque vous mettez là-dedans la bourse et autres, oui, mais l'intermédiaire, lui, sa marge est plafonnée. Mais aujourd'hui, c'est un secteur très concurrentiel. On a même trop d'intermédiaires par rapport aux besoins de la place. Ils sont au nombre de 23. Et je pense qu'à leur niveau, ils souffrent parce que, justement, il y a trop de concurrence sur un tout petit marché. Donc, ce que vous jugez de votre côté que les marges plafonds sont importantes, dans la pratique, il se trouve que la concurrence fait qu'ils n'obtiennent pas tout le temps et toujours ces marges-là. Et qu'il y a beaucoup de concurrence. Ça bloque le trading, en fait. Parce que ça permet de faire des entrées et de sorties pendant la séance sur le même titre. Oui, ça bloque les va-et-vient parce que ça pénalise. Ça bloque les va-et-vient et ça bloque, oui, le niveau des commissions. Ça peut bloquer aussi les va-et-vient. Mais bon, aujourd'hui, il y a, si on veut que le trading se développe, à mon avis, ce n'est pas là-dedans qu'il faut aller chercher. Il faut aller chercher de nouvelles introductions, de nouveaux investisseurs et être visible dans le radar des investisseurs étrangers parce que les fonds étrangers, le jour où ils s'intéressent à la Tunisie, là, c'est par dizaines de millions de dollars qu'ils investissent. C'est pas avec les miettes qu'on est en train de gérer au quotidien. Et malheureusement, nous n'avons pas encore les ingrédients pour les appâter. Merci beaucoup. C'était un échange clair, net et précis, comme d'habitude avec Sybille. Encore une fois, merci. La Cité de Tunis vous remercie beaucoup pour votre participation et vous dit à très bientôt pour un autre sujet de débat. Merci. Merci, Star.